Bonsoir à tous. Ce soir, la 13e édition de l'Université populaire de la Fondation de l'Islam de France. Nous abordons ce soir un sujet au cœur de notre actualité, islamophobie, misislamie, comment nommer et lutter contre les actes musulmans dans la société française. Un récent sondage de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès soulignait que 42% des musulmans dans la société française ont déjà été confrontés aux discriminations. L'actualité sur l'islam est endémique. Les rapports entre islam et terrorisme rendent difficile aussi d'aborder les questions relatives aux discriminations dont pâtissent et peuvent subir les Français de tradition musulmane et les musulmans résidant dans la société française. Et on a l'occasion ce soir de pouvoir en discuter avec Philippe Diribarne, qui est auteur d'un essai consacré au sujet sur l'islamophobie, et avec l'universitaire Michel Vivorca, auteur d'un récent ouvrage sur racisme-antisémitisme, un rapport à la ministre Frédérique Vidal, et je pense qu'il nous en dira deux mots. Et Raleb pourra aussi dire un mot d'introduction sur notre débat, et je signale aux nos internautes que ce débat avait déjà été fixé bien en amont, qu'il n'est pas simplement le fruit de circonstances politiques ou d'une réflexion soudaine de la Fondation, qu'il était bien intégré en amont dans notre programmation, et aussi dire un mot sur nos partenaires, Assafir News, Radio France Maghreb 2 et Radio Salam pour leur soutien à nos activités. Raleb, pour introduire le débat. Ce débat, comme tous les débats que l'université populaire, désormais digitale, après qu'elle a été itinérante de ville en ville, est un débat crucial pour la cohésion sociale, pour le pacte républicain, pour une vie commune et un engagement commun au service des valeurs que nous partageons tous et que nous devons tous partager. Et j'ai envie de dire d'emblée, de grâce, en ce qui concerne cette affaire d'islamophobie, misislamie, haine anti-musulmane, que nous distinguons d'emblée deux sujets. Le sujet de l'islamisme, et notamment l'islamisme politique, et de ceux qui veulent nous imposer un ordre social ou un contre-projet social et politique que nous refusons, bien entendu, et que le débat est véritable, aussi bien à la Fondation de l'Islam de France qu'ailleurs, et ce n'est pas nouveau, et aussi le respect de l'intégrité physique et morale des citoyens musulmans, des résidents réguliers sur le sol français. Et ces deux choses-là nous importent au plus haut point, et nous voulons aborder ces questions d'une manière sereine, froide, objective, en séparant les paramètres, en distinguant les registres, et aussi pour préserver ce que j'ai appelé au début de notre discussion, le pacte républicain et la cohésion sociale, absorber, prendre en considération la détresse, la souffrance, la colère, en tout cas la canaliser, celle de citoyens qui n'ont rien demandé à personne et qui se trouvent être discriminés et objets d'actions qui portent atteinte, encore une fois, à leur intégrité morale et dans certains cas aussi physique. Merci beaucoup Raleb pour ce propos introductif. Cher professeur, pour essayer de guider un peu cet échange et de débat pendant une heure, on a jugé important de mettre l'accent sur 4 idées. Le premier, c'est sur la question du concept. Pourquoi a-t-on autant de mal et de difficultés à nommer cette chose ? 2, les raisons structurelles qu'il y aurait dans la société française sur les discriminations que peuvent subir les Français et les musulmans dans la société française. Le troisième, la situation de l'islam de France et le débat sur les discriminations. Quel lien entre les deux ? Et le dernier point, et je pense que notre professeur Philippe Diribarne pourra nous en dire 2 mots parce qu'il était au cœur de son ouvrage, sur la question de la méthodologie et des statistiques sur la catégorisation de ces actes
de discrimination. Donc le premier, si vous voulez bien, cher professeur, je voudrais poser la question à M. Philippe Diribarne. Sur le concept d'islamophobie, vous avez montré dans votre ouvrage l'inanité de ce concept, et nous aimerions aussi savoir les raisons pour lesquelles vous considérez que ce concept n'est pas opérant pour décrire la situation des discriminations que peuvent subir les Français et les musulmans dans la société française. Non, je crois que ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit sur la diversité des musulmans. Oui. Qu'il ne faut pas confondre que l'islam de Daesh n'est pas celui de la fondation de l'islam de France. Et l'idée d'islamophobie fait comme si les Français étaient aveugles par rapport à cette diversité. Et considèrent que c'est en tant que musulmans ou en tant que l'islam qu'ils sont traités de manière globale. Alors qu'en réalité, je pense qu'on en parlera de manière plus approfondie, on constate, quelles que soient, disons, les sources que l'on prenne les enquêtes d'opinion, les enquêtes dites de victimisation, les enquêtes destinées, etc., on voit que les réactions à l'égard des musulmans sont extraordinairement différentes. Il y a vraiment tout à fait islam et islam, musulman et musulman. Et alors, le problème, je crois, de cette notion, enfin de ce terme d'islamophobie, c'est qu'il essaie de regrouper, comme s'il s'agissait, disons, d'une seule chose, de quelque chose de global. Il fait une sorte d'amalgame entre des réactions, disons, extrêmement diverses, et qui font que, pour vous donner juste un petit exemple avant qu'on aille plus loin, que si on interroge des chefs d'entreprise, une enquête a été faite auprès de chefs d'entreprise en leur demandant comment ils réagissaient à l'égard de divers marqueurs ou marqueurs supposés de l'islam, on en voit seulement 9% qui sont prêts à accepter qu'une personne refuse de s'asseoir là où une personne de l'autre sexe s'est précédemment assise, mais que par contre, 83% considèrent que tout à fait normal qu'une personne jeûne pendant ses heures de travail. Alors que là, vous voyez, là, on est dans le ramadan, c'est vraiment un marqueur de l'islam. Si c'était vraiment l'islam en tant que tel qui était rejeté, comme le ramadan est quand même un marqueur, il me semble, des plus fondamentaux de l'islam, disons, ce fait-là serait rejeté. Or, il ne l'est pas du tout. Au contraire, il est très très massivement approuvé. Voilà. Alors, je crois que quelque chose de très important dans notre réflexion, et de comprendre cette diversité. Qu'est-ce qui fait cette diversité? Pourquoi les Français réagissent de manière aussi différente à l'égard de divers aspects de l'islam, à l'égard de divers musulmans, qu'il s'agisse, disons, des opinions ou qu'il s'agisse des comportements, et en particulier de tout ce qui tourne autour des questions d'embauche que vous avez évoquées. Merci, professeur, en tout cas, pour ce propos. Professeur Michel Vivorca, votre sentiment sur le concept, sur les débats sémantiques académiques sur le concept d'islamophobie. Je sais que ça fait de nombreuses années que vous travaillez que vous avez travaillé au sein du CADIS sur les questions de racisme ou de discrimination adressée aux musulmans. Comment jugez-vous justement ce débat conceptuel ? Pour moi, le problème, ce n'est pas tellement le terme islamophobie que ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on quand on essaie de tout unifier dans un terme qui, effectivement, n'est pas vraiment satisfaisant. Vous savez, il y a des mots qui marchent tout de suite, qui sont des mots justes, et il y a des mots qui ne marchent pas du tout. J'y pense à propos de l'antisémitisme. Le mot antisémitisme a été forgé vers les années 1879-1880. Et il a connu aussitôt un succès planétaire, tout de suite. Il s'est diffusé partout. Donc ça veut dire que ce mot disait bien ce dont il s'agissait. Ce qui est assez stupéfiant, d'ailleurs, parce que le mot sémite ou sémitisme ne renvoie pas spécialement aux juifs. Mais enfin, le mot a marché tout de suite. Là, c'est pas ça. Donc, premièrement, il y a un débat autour du mot islamophobie. Alors, c'est un mot, moi, qui me gêne pour certaines raisons, mais moi, j'aimerais aussi qu'on m'en propose un autre. C'est ça le problème. Et donc, je pense que, est-ce qu'on peut en penser un mot qui ferait la synthèse des différents aspects de la haine, du rejet, du mépris, etc., vis-à-vis d'une religion, l'islam, ou vis-à-vis de ceux qui
relèvent de cette religion, les musulmans. Je pense que ce serait quand même bien d'avoir un mot. C'est là peut-être où Philippe Biribarne pourrait nous dire si c'est absolument non souhaitable ou si il faut peut-être quand même continuer à réfléchir. Mais c'est vrai que si on regarde les formes que revêt la haine, le mépris, etc., elles sont très variées. Vous avez, comme Philippe Biribarne vient de le dire, aussi bien des opinions que des actes. Mais on peut être plus précis. On peut dire aussi qu'il y a des discriminations, il y a de la ségrégation, c'est pas exactement la même chose. Il y a des rumeurs, il y a des préjugés, il y a des stéréotypes, c'est pas encore la même chose. Il y a des violences, là c'est des actes. Il y a des violences physiques sur des personnes, des violences sur des biens. Enfin, c'est un énorme ensemble de mots et de gestes et d'actes. Et donc, le problème, c'est qu'il faudrait le nommer. Alors, je voudrais vous dire pour moi l'essentiel. L'essentiel, c'est de disjoindre le côté islam et le côté islamisme. On ne peut pas le disjoindre complètement, puisque l'islamisme se réclame de l'islam. Alors, je ne suis pas compétent pour dire si ce que disent les islamistes est totalement inacceptable du point de vue des textes sacrés. D'autres le feront évidemment beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, il faut disjoindre les choses. Si on ne disjoint pas islam et islamisme, alors là, islamophobie peut prospérer de façon extrêmement négative. Donc là, je serais d'accord sur la critique, c'est pour moi le cœur des choses. Et quand j'ai vu le mot symétrique, ou presque, les attaques contre le soi-disant islamo-gauchisme, là, je dirais, ça fait partie de l'amalgame, puisque l'islamo-gauchisme, c'est non pas l'islamismo-gauchisme, mais c'est l'islamo-gauchisme. Autrement dit, on mélange tout, on amalgame tout. Donc, si le mot pour moi est contestable, islamophobie, c'est parce qu'il ne règle pas parfaitement la question du risque de confusion de deux choses qui, me semble-t-il, doivent être distinguées sans hésitation. Ghaleb, à ce sujet, par rapport à ce que viennent dire nos deux professeurs, il y a eu tout un débat pour savoir si le concept islamophobie empêchait aussi toutes les critiques relatives à la religion islamique, et de préciser aussi que l'islam n'est pas entre guillemets une race mais une religion, et que dans la tradition de l'héritage des Lumières, il y a une tradition voltairienne pour critiquer les religions, mais ça n'enlève rien qu'il faut aussi nommer cette détestation de la chose islamique. Bien. Là aussi que les choses doivent être claires, il faut le dire une bonne fois pour toutes. Il n'y a en aucun cas et d'aucune manière une volonté, et a fortiori, puisque nous parlons ici d'une institution qui est la Fondation d'Islam de France et ailleurs, et je le dis en mon nom, je le dis aussi comme citoyen, il n'y a aucune volonté de brimer, museler, dire qu'il ne faut pas critiquer l'islam, bien au contraire. La critique est la bienvenue. J'ai toujours dit que quand elle est populaire, elle est salutaire. Et quand elle est académique, elle est bénéfique. Nous sommes demandeurs d'esprit aiguisé, de raison éclairée. Et bien entendu, il y a de quoi critiquer une sclérose en place, notamment sur des sujets cruciaux que sont la liberté de conscience, l'égalité fondamentale, foncière, ontologique entre les êtres humains, sur la sacralisation de la violence qu'il faut désacraliser, bien entendu, sur l'autonomie du sujet qui doit être libre de toute pression communautaire, sur la séparation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance. Autant de sujets sur lesquels il doit y avoir débat et renouer avec une tradition de débat, de critique qui a prévalu aussi en contexte islamique. Ceux qui diront le contraire, nous trouverons devant eux. Maintenant, c'est le fait de dire que bon, l'islamophobie est une invention, notamment du temps de Salman Rushdie, on la lui attribue même, d'avoir dit on a créé un mot pour que les aveugles restent aveugles. D'abord, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Salman Rushdie qui a réagi à la création du mot par les mollahs, puisque son origine remonte à 1908, 1910, 1911. Alain Kellien, Marcel Delafosse, Paul Marty avaient réagi
notamment un certain abbé Henry, ce sont des administrateurs ethnologues en Afrique de l'Ouest, pour parler d'une islamophobie féroce. Le terme, l'expression existe. Étienne Dinet, le peintre orientaliste, dans sa préface à la biographie du prophète de l'islam de 1918, a inscrit le mot existe. Deux mots de ma part, si je puis dire, sur cette question d'ordre sémantique, c'est que l'adjectif islamophobe fait son apparition en 1988 et en 1994, le substantif entre dans le petit Robert. Donc les mots existent et ont une histoire. Maintenant, s'il n'y a pas le mot, il n'y a pas la chose. Et nous n'y tenons pas par souci de victimisation ou je ne sais trop quoi, mais trouvons, comme le dit si bien Michel Bielorca, quel est le mot qui rend compte de cette réalité qui est le racisme anti-arabe ou je ne sais trop quoi, parce que la tradition religieuse islamique n'étant pas une race. Si on prend un bosniaque musulman ou un serbe musulman, et ils existent, ou un portugais, ben cela ne souffre pas à première vue d'un racisme. En revanche, s'il déclare tout de suite que son épouse est pour le voile ou je ne sais trop quoi, il commence à déjà être mal vu. Nous distinguons, j'allais dire, les deux débats. Dernier point, et ce sont nos amis que nous voulons entendre et pas ma petite personne, mais la question d'ordre sémantique. L'islamophobie serait étymologiquement la peur de l'islam. Et quelque part, et sans autoflagellation aucune, il y a de quoi avoir peur de l'islam s'il est présenté comme synonyme d'épouvante, s'il est amalgamé à l'islamisme et à l'islamisme radical, bien entendu, et si l'on se réfère uniquement à ce qui est présenté dans des grands médias, si à cause de la zémorisation des esprits, on n'a de l'islam que ce qu'il nous raconte. Là, on serait fondé d'en avoir peur. En revanche, la détestation, la haine, l'hostilité déclarée à la fois à la tradition islamique, et là les gens sont libres d'avoir leur opinion et leur critique, mais aussi aux croyants musulmans, est inacceptable. Donc nous avons essayé de forger un néologisme, un concept, qui est celui de la misislamie, comme on aurait dit misanthropie, misogynie, misandrie, donc du grec misos, détestation, haine, et d'islam. Alors certains commencent à critiquer ce néologisme en disant oui, mais la haine est de l'islam et n'est pas des musulmans, donc on ne va pas parler de misi-musulmanie. Donc à un moment donné, il faut bien qu'on règle le problème en trouvant la sémantique qu'il faut. Votre sentiment, professeur ? Moi, je crois que c'est très très important de repartir des données, des faits. Sur les faits. Alors, il y a un fait, disons d'abord, qui est massif, c'est que si on prend ce qui est considéré comme les 5 piliers de l'islam, le jeûne, la prière, la profession de foi, la ramadan, etc., et que l'on regarde les réactions, les opinions de la population française, elles sont dans l'ensemble très positives. Très positives. Ce qui est l'objet, disons, de réactions négatives, c'est exactement ce que vous venez de dire. Ce sont la question de la liberté de conscience et la question du statut des femmes. Alors, on pourrait dire, certains, dire, oui, mais dans l'islam, tout ça va ensemble. Ce qui me paraît tout à fait faux. Et c'est très facile de voir, parce que sur l'aspect vraiment de foi de l'islam, le monde de l'islam est uniforme. Dans tout l'islam, vous avez le même Coran, vous avez le même Ramadan à la même époque, vous avez la même profession de foi, vous avez, etc. Alors qu'au contraire, si on prend l'aspect social et politique de l'islam, qui est l'aspect qui fait problème, si vous regardez l'islam indonésien, l'islam du Pakistan ou l'islam du Mali, ce ne sont pas du tout les mêmes islams. Vous prenez une question vraiment qui suscite beaucoup, c'est la tenue dite islamique. Ah, je suis allé il y a quelques années au Mali, je dois dire qu'au Mali, j'ai vu plus de poitrines découvertes
que de tenues, que de hijab, des choses comme ça. Or, c'est un pays vraiment musulman. Alors, les femmes maliennes, vous les transportez en Afghanistan ou au Pakistan, disons, elles seraient, je ne sais pas, enfin vraiment considérées comme des monstres, alors qu'au Mali, voilà, elles sont tout à fait bien. De même, si vous prenez la liberté de conscience, bon, en Indonésie, l'islam indonésien est infiniment plus adepte de la liberté de conscience que l'islam d'Arabie Saoudite. Donc, dans ces domaines-là, je crois qu'à la fois, on n'a pas du tout d'uniformité de l'islam, on a toute une série de cultures dans lesquelles l'islam s'est intégré, et que les formes, disons, que les formes d'islam qui sont en accord, disons, et il y en a beaucoup, si vous voulez, à la fois avec avec des valeurs qui sont les valeurs cardinales, disons, du monde occidental, ne sont pas du tout l'objet de rejet de la part des Occidentaux, et en particulier des Français. Enfin, et du reste, peut-être si je peux prendre, si vous voulez, un point qui me paraît significatif, ces choses, on sait bien que dans les régions, disons, les quartiers à très, très forte présence musulmane, les musulmans qui réussissent, dans l'ensemble, plutôt quittent ces quartiers et vont dans des quartiers bourgeois où ils se trouvent au milieu d'une population, disons, pas du tout musulmane, et disons, s'ils font ça et s'ils le font de manière continue, c'est que finalement, ils ont le sentiment que dans ces quartiers, on les traite pas si mal que ça, et on les regarde pas si mal que ça. Enfin, moi, je sais pas, dans mon immeuble, j'ai une famille, disons, qui sont des gens totalement intégrés dans l'immeuble, enfin, dont personne n'aurait l'idée de les traiter de manière différente, sous prétexte qu'ils sont musulmans. Professeur Vivorca, suite aux propos de professeur Philippe Diribarne, on voit très bien que la question sociale interfère aussi sur le sujet relatif à l'état des discriminations, et que, comme vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure, c'est que comment montrer aussi au grand public et aussi à la composante islamique la nécessité de faire la distinction de la chose islamique de la question de l'islamisme, parce que sinon on perd le débat. C'est-à-dire que les enjeux tels qu'évoqués par le professeur et par Raleb un instant, notamment sur la liberté de conscience, sur le rapport entre le politique et le religieux en islam, sur la distinction entre l'islam spirituel et la question de l'ordre social, elle complique aussi le débat relatif à l'état des discriminations. Qu'en pensez-vous ? Je pense surtout que la discussion que nous avons est une chose, la réalité de la haine, du rejet, etc. Alors je ne sais plus s'il faut dire de l'islamophobie, mais enfin, la réalité en est une autre. Nous discutons entre nous de façon rationnelle. Nous argumentons, nous évoquons des situations précises, nous disons la diversité, Philippe Diribarne vient de le rappeler, l'immense diversité des choses. Et donc, nous essayons d'être raisonnables, d'être des êtres de raison. Mais dans la réalité, il faut bien voir que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et que d'ailleurs, plus on essaie d'introduire de la raison devant des gens qui sont dans la haine de l'islam ou d'autres choses d'ailleurs, plus on essaie d'introduire de la raison et plus on est suspect. Plus ça veut dire qu'on est vraiment malin. Plus ça veut dire qu'on est vraiment du côté de choses maléfiques. Et donc, je voudrais qu'on distingue la discussion rationnelle que nous pouvons avoir sur la réalité de l'islam, sa diversité, la situation des musulmans en France et toutes ces choses qui sont de la plus haute importance, mais qui ne sont pas, comment dirais-je, perçues de la même manière par ceux qui sont dans, appelons ça la haine, pour aller vite, pour condenser tout ce dont on pourrait parler. Ça, c'est vraiment le premier point. Alors, si on écoute un tout petit peu les discours de haine, si on essaie d'entendre ce qui est en jeu, il y a essentiellement aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Il y a je pense, le terrorisme. Et donc, le côté islamisme radical, ça fait partie des immenses préoccupations. Il y a ce qui se passe dans les quartiers populaires, les banlieues, comme on dit, là aussi, très mauvais terme. Si vous habitez à Neuilly, vous habitez aussi dans une banlieue. Oui. Bon. Et donc, l'idée alors toutes ces discussions sur le séparatisme, le communautarisme, tous ces problèmes, j'ai envie de dire, du vivre ensemble dans des quartiers populaires où ça n'est pas toujours très, très facile. Ça joue. Et puis, il y a aussi des choses
qui joue à l'extérieur de notre pays, soit en entretenant des liens avec ce qui se joue à l'intérieur, le terrorisme en fait partie, soit simplement parce qu'on se projette sur ce qui se passe ailleurs et qu'on s'identifie aux uns et aux autres. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un problème très important qui est de voir qu'il y a des sources de la haine qui ne se régleront pas à coup d'arguments rationnels en direction de ceux qui portent cette haine. Ensuite, je voudrais dire que cette haine, elle a des dimensions sociales, elle a des dimensions historiques. La haine de l'islam en France, a quelque chose à voir avec, elle est dans le prolongement de la haine des Arabes. Je sais très bien que tous les Arabes ne sont pas musulmans, que tous les musulmans ne sont pas arabes, bien entendu. Il n'empêche qu'il y a une énorme continuité. Ce sont les mêmes que l'on déteste et qu'on appelait arabes, avec un autre vocabulaire en général, quand on était raciste il y a 30, 40, 50 ans, et qu'on appelle aujourd'hui musulmans. Ce sont les mêmes, mais la haine, elle s'est lestée, évidemment, de la dimension religieuse, et elle a pris ce tour religieux. Alors, sans du tout être dans la polémique avec Philippe Diribarne, je voudrais faire état d'une recherche très intéressante d'un de mes collègues et amis, Farhad Khosrow-Khavar. C'est une recherche qui n'est pas publiée, donc je ne peux que la citer entre nous, si je peux dire. C'est une recherche auprès de musulmans qui ont réussi, justement. C'est-à-dire qui ont trouvé, qui ont quitté la vie populaire, qui ont trouvé un job dans la fonction publique ou dans une grande entreprise, qui sont des cadres moyens ou supérieurs, etc. Et ce qui apparaît là est très, très, très affligeant. Les personnes qu'il a interrogées, d'une manière ou d'une autre, disent on ne se rend jamais compte à quel point il y a de la méfiance à notre égard, il y a de la suspicion, il y a du racisme, il y a des préjugés, alors qu'apparemment, nous sommes parfaitement intégrés. Donc, je ne dis pas du tout que dans la cage d'escalier de Philippe Diribarne, c'est ce qui se passe, évidemment pas. Mais je pense qu'il faut quand même aller y voir de plus près. Ce n'est pas parce qu'un musulman a réussi qu'il est parfaitement intégré dans son entreprise, dans son administration. Les gens ne se rendent même pas compte. Un regard, une plaisanterie, un mot malheureux, inconscient, enfin, plein de choses qui rendent, comment dirais-je, la vie difficile en réalité à ces personnes. Alors, voilà le genre de choses que je voulais dire. C'est un petit peu décousu, peut-être. Je voudrais dire un dernier mot, et c'est très important, ça a été dit avant moi. Mais la critique, elle existe non seulement à l'extérieur, mais elle est aussi extrêmement active à l'intérieur. Et c'est ça qui est positif. Ce qui est positif, c'est que de l'intérieur même du monde musulman, on puisse discuter et dialoguer, et pas simplement répondre à des critiques qui viendraient de l'extérieur. C'est les deux qui sont positives, et le peu que je sais me donne à penser qu'il y a toujours eu une grande tradition de discussion, de débat, de points de vue qui s'opposent, etc. Et que tout ça peut être extrêmement sain, à condition de ne pas être porté par la haine, par le mépris, par le refus, d'une manière ou d'une autre, de ceux avec qui on débat. Merci, professeur. Peut-être Raleb, sur cette tradition si critique à l'intérieur et à l'extérieur, et puis ce qu'a dit le professeur Michel Vivorca sur la question des quartiers populaires et le débat qu'on a dans la société française sur les germes de l'islamisme radical. Trois choses, mais il faut les dire peut-être d'une manière télégraphique, et le temps s'écoule. Il vaut mieux privilégier aussi les réponses aux questions de nos amis internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. La première, encore une fois, il ne s'agit pas ici de dire que nous autres musulmans fûmes grands. Ça ne sert à rien, ce qui nous intéresse c'est maintenant. Mais je puis vous assurer que la tradition de critique existait. Pas pour remonter jusqu'au temps de la maison de la sagesse de Bagdad ou ailleurs, où il y avait une véritable tradition de controverse, de débat, etc. Simplement, dans l'Égypte des années 30. Dans l'Égypte des années 30 ou ailleurs, il y avait des débats emportés sur l'athéisme, etc. Nous déplorons, nous sommes aussi meurtris de voir que cette tradition n'est pas encore, elle n'est pas dans l'Égypte de nos jours, pour ne citer que le Caire, mais on peut citer d'autres contextes, c'est parce qu'il y a une régression.
voire pour certains, une régression dans la régression. Mais nous pensons que c'est conjoncturel, que c'est accidentel, que c'est dû à des considérations politiques, à la fois intrinsèques pour cette crise, mais aussi pour des raisons extrinsèques. Et nous devons, nous qui sommes sous un ciel beaucoup plus clément au-dessus de notre tête, œuvrer pour que ce soit le cas là-bas, et sans chauvinisme aucun, ce que notre tradition de débat ici en France, et ce que nous faisons ce soir en est un cas, c'est de transmettre aussi ailleurs. Pour peu que le vocabulaire et la sémantique soient maîtrisés. Le fait de parler du monde musulman n'a aucun sens. On n'a jamais parlé de l'Amérique du Sud comme étant le monde chrétien. Et a fortiori, quand il y a une telle diversité que Philippe Diriba m'a juste raison mis en avant, et en plus j'étais sensible quand il a parlé de ces belles femmes maliennes, très jolies dans leur boubou, et les femmes musulmanes indiennes sont très jolies dans leur sari. S'il n'y avait pas la révolution de Khomeini, elles auraient été aussi dans leur beau sari, et les femmes maliennes dans leur joli boubou auraient continué. C'est-à-dire qu'on fait une focalisation sur quelque chose qui a surgi, certes, ça remonte à 3-4 décennies, et ça pose de sérieux problèmes. Donc c'est pour ça que je dis que c'est conjoncturel. Deuxième point, il y en a 3 donc, c'est la question de l'islamisme. Oui, c'est devenu, la lecture est ce que nous avons appelé une condensation multidimensionnelle. Il y a la lecture sociale, la lecture politique, il y a les rapports internationaux et géostratégique, et c'est vrai, Michel Vieux-Porca a juste raison, parle de ce qui se passe aussi au Proche-Orient. Il ne s'agit pas de dire il ne faut pas importer le conflit est malheureusement déjà là, et même déjà là, en tout cas au niveau des réseaux sociaux, des prises de parole, et donc il nous incombe d'en parler d'une manière responsable, et surtout au niveau des prises de parole publiques, en réprouvant le répréhensible et en condamnant le condamnable. Et donc, il y a aussi des considérations psychologiques, des considérations culturelles, théologiques, etc. Dernier point, je suis désolé, pardon peut-être pour la virulence des propos, et je ne suis pas homme à être ça, je suis fatigué d'entendre parler d'intégration. On n'intègre pas des citoyens de 5e génération. Or, il y a une catégorie de citoyens dont on ne cesse pas l'énumération de la génération. C'est curieux. On ne le dit pas de ceux qui sont de fraîche date dans le corps national, mais on le dit uniquement de ceux-là, alors qu'il y a eu le tribut du sang, le tribut des larmes, le tribut de la sueur, consenti comme d'autres citoyens. Et cette question doit être aussi réglée. Pas pour une concurrence victimaire pour la énième fois, c'est simplement pour une cohésion nationale. Dernier point là-dessus, c'est la fameuse identité qu'un président de la République a osé appeler identité nationale. Si au moins il avait parlé de l'identité de la France, et je dis que l'identité de la France repose sur une roche-mère chrétienne, dont nous sommes tous fiers. Mais il se trouve que cette roche-mère a connu aussi des sédimentations. Et les sédimentations à travers l'histoire sont venues par d'autres apports. L'apport du judaïsme, l'apport d'autres flux, et puis l'apport maintenant, qui pourrait remonter au Second Empire, je ne remonte même pas à l'histoire, à l'Europe, etc. Et donc ces apports-là doivent être pris aussi en considération. Cette haine anti-arabe découle aussi d'une décolonisation qui n'a pas été soldée et qu'il faut savoir aussi solder calmement et sereinement. C'est vrai que de nos jours, le débat sur l'antiracisme, etc., connaît une réelle difficulté, mais ce n'est pas une raison non plus pour abdiquer, au contraire. Merci Ralef. Professeur, vous souhaitiez réagir sur oui. ces éléments? D'abord, Michel Vieux-Porca a posé une question tout à fait intéressante, qui est celle, au fond, de la réaction par rapport aux musulmans statistiques, par rapport auxquels on ne connaît rien. On ne connaît rien. Par exemple, alors ce qui est, on voit dans le cas des CV.
On a un CV, on sait juste, un musulman. Vu la question du CV anonyme à un moment. Alors, justement, le CV anonyme a montré, vous savez, donc, à un moment donné où on avait voulu développer le CV anonyme, Pôle emploi a fait faire une enquête dans laquelle on a testé, en double aveugle, en quelque sorte, comparaison CV anonyme et CV, au contraire, dans lequel les noms y étaient. Et à la grande stupéfaction, disons, des auteurs de l'enquête, ils se sont aperçus que le fait de rendre le CV anonyme, non seulement n'améliorait pas la situation des personnes ayant un nom d'apparence maghrébine, mais au contraire la détériorait. Et l'interprétation qu'ils ont donnée de cette chose était de dire que si le CV avait des choses pas terribles, genre des trous, etc., ben la réaction des employeurs était de dire oui, mais si c'est quelqu'un qui a un nom de ce type, c'est qu'il a dû avoir plus de difficultés et donc il ne faut pas le mettre à sa charge. Alors, par ailleurs, je vous recommande de lire l'étude Haddad, le testing Haddad. Si vous tapez sur Google testing Haddad, vous trouverez. C'est un testing très très sophistiqué qui a été fait par l'Institut Montaigne, dans lequel on fait varier toute une série de choses. Toute une série de facteurs, à la fois la formation, etc. Est-ce que le candidat à l'emploi est chez des scouts ou chrétiens ou musulmans ou juifs, ou au contraire chez des scouts laïcs? Est-ce qu'il a un très très haut niveau de formation ou un moins de niveau? À quel poste il aspire, etc. Et alors on voit des différences énormes. Disons que suivant les cas, on a depuis exactement la même réaction entre Michel et Mohamed, puisque c'est comme ça que s'appellent les gens fictifs, ou au contraire un contraste énorme entre Michel et Mohamed. Bon, alors, donc là, au fond, on voit, si on regarde ça, que vis-à-vis du musulman statistique dont il ne connaît rien, l'employeur se dit est-ce que j'ai des risques voilà, comment ça va se passer. Mais plus il connaît de choses, plus au contraire il se montre rassuré. Et par exemple, le fait de participer à des scouts laïques augmente de manière énorme la probabilité de recevoir, si vous voulez, un entretien. Et donc on ne sait pas. Bon. Alors par ailleurs, je crois que la question tout à fait intéressante que vous posiez sur l'intégration. Je crois savoir que si un Marocain s'installe en Algérie, son intégration en Algérie ne se fait pas de manière totalement évidente et que, bon, quand même, les rapports entre, voilà, un Algérien, c'est un Algérien, et un Marocain, c'est un Marocain, et qu'un Tunisien est un Tunisien, et de même, si, à un moment donné, une entreprise égyptienne avait envoyé des cadres en Algérie, et manifestement, ça n'allait pas absolument tout seul, leur rapport, disons... Il y a un cadre culturel commun, quand même, professeur. Oui, non, mais malgré ça. C'est malgré ça. Voilà. Alors, donc, cette question, celui à partir de quel moment on est considéré comme faisant vraiment tout à fait partie d'un corps social. Alors, il y a une occasion, disons, récente, intéressante. Vous savez qu'il y a quelques jours, disons, le président Macron s'est rendu à Montpellier et qu'il a été interpellé par une personne qui lui a dit « Mais comment se fait-il que dans notre quartier, autrefois c'était un quartier tout à fait mixte, ouvert, où il y avait toutes sortes de gens, et puis il y a plein de gens qui sont partis, et puis maintenant mes enfants me demandent, au fond, est-ce que le prénom Pierre ça existe? Parce que moi j'ai jamais vu de Pierre. » Alors, le président Macron ne lui a pas demandé, mais c'est une question intéressante, pourquoi ces gens sont partis? Pourquoi tous ces gens, au fond, qui se trouvaient au départ bien dans leur quartier, pourquoi sont-ils partis? Et qu'à ce moment-là, au fond, il y a une espèce d'auto-exclusion du quartier de gens qui avant s'y trouvaient bien et qui partent. Et donc cette question, c'est de savoir, dans un certain, disons, territoire, finalement la question de savoir qui fait la loi est une vraie question. Et que le conflit, si vous voulez, qu'il y a, et qui peut très bien se reproduire de génération en génération, et qu'il y a dans certains terrains, c'est de savoir qui fait la loi. Et donc on voit, si vous voulez, aussi bien
il me semble, parmi la population, disons, d'origine ayant plus ou moins un ancrage musulman, toute une partie qui dit, ben voilà, nous sommes en France, ben c'est normal que nous rentrons en France et nous adaptons et nous rentrons. Et je crois savoir que la Fondation pour l'Islam de France est tout à fait dans cette perspective. Mais qu'il y en a une autre partie qui n'est pas vraiment, disons, dans cette perspective-là. Et le problème, je crois que le problème, c'est que beaucoup de gens, ils ne savent pas quand ils rencontrent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout, dont ils savent pour des raisons, à cause de son prénom, etc., que les musulmans ne savent pas à qui ils ont affaire. Et alors, quand on ne sait pas à qui on a affaire, ben, on se méfie un peu. Mais dès qu'il est rassuré, dès qu'il sait... Je suis sûr que si vous témoignez, etc., ben vous verrez que vous êtes quelqu'un, tous les deux, des gens qui rassurent, et que, voilà, on ne va pas vous chercher des noises sous prétexte que vous seriez musulman, et du reste, on ne va même pas vous interroger pour savoir est-ce que vous êtes vraiment musulman, à moitié musulman, pas complètement musulman, etc. Mais professeur, monsieur Michel Vivorca, par rapport à ce que vient de dire Philippe Diribarne, la question fondamentale, et ça a été abordé aussi par Raleb, c'est islam et citoyenneté et appartenance au corps social. Et en fait, on a des débats lancinants sur l'appartenance nationale en lien avec la question islamique. Alors qu'on a une histoire commune, Raleb a rappelé le sacrifice des soldats de tradition musulmane qui sont morts pour la patrie, et on a aujourd'hui énormément d'interrogations sur la place de l'islam dans la société française. Et aussi, si vous me permettez, professeur, vous avez abordé la question des quartiers prioritaires. La question des quartiers prioritaires et des populations dites musulmanes qui habitent dans ces quartiers pose la question, professeur, on aurait aimé avoir votre avis sur les travaux sociologiques autour de la question d'une contre-société islamique qui habiterait et qui, devant la déliquescence des mouvements d'éducation populaire, il y a un bouleversement sociologique. En tout cas, il y a une donne, il y a un courant intellectuel qui est dominant sur ces questions. Écoutez, je crois vraiment que ce dont nous parlons nous oblige à conjuguer une approche historique et une approche sociologique. Alors, c'est compliqué, on ne va pas régler ça en quelques phrases, mais je voudrais insister sur quelques points. Historiquement, la relation de la France, d'une part, à ce que j'appellerais les Arabes, je suis obligé d'aller vite et de prendre des raccourcis, et d'autre part, à l'islam, c'est une relation compliquée. Si je prends la relation à l'islam, il y a eu les croisades, il y a eu beaucoup de choses. Tous les petits Français de ma génération apprenaient dans les livres d'histoire qu'en 732, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Donc là, Antille écrasa les Arabes. Il a écrasé. Bon. Et donc, bon, après, on a appris que cette bataille de Poitiers, c'était peut-être pas tout à fait ça. Enfin, peu importe. Bon, on a appris que à Roncevaux, Roland sonne du corps et brise son épée parce que là encore, les morts, les Arabes, que sais-je, sont en train de poursuivre l'armée française. Il suffit d'aller de l'autre côté des Pyrénées pour apprendre que ce sont des Basques et non pas des Arabes ou des morts ou des musulmans qui ont attaqué l'arrière-garde de Roland, etc. Mais il y a toute une histoire, toute une littérature. Ça fait partie de ce que nous avons appris en France à l'école. Et donc tout ça, c'est un premier point. Et ensuite, ça a été rappelé, mais il faut en dire un mot, la colonisation et la décolonisation, qui à mon avis n'est pas totalement terminée. On peut en parler très très longuement. Mais ce sont des choses qui pèsent. Il y a eu ensuite le fait qu'on a fait venir un certain nombre de ceux qui aujourd'hui sont vécus comme étant les musulmans de France. On les a fait venir, eux, dans les années 50, 60, pour travailler dans des usines mal payées, surexploitées. Donc, cette histoire se retourne en quelque sorte contre la France, contre le pays, et monte des comment dirais-je, des discours de haine, de rejet, etc. Ça se cristallise parfois, et je suis très content qu'on parle un instant des banlieues, comme on dit entre guillemets, ça se cristallise parfois autour de la question des banlieues, comme si d'ailleurs tous les musulmans habitaient dans les banlieues et que dans les banlieues il n'y avait que des musulmans. Et pour avoir étudié ces questions de très près, je peux vous dire que les banlieues sont des lieux où en permanence des gens rentrent et sortent. Mais il y en a aussi qui ne rentrent pas, ou plutôt qui ne sortent pas. Et donc, il y a eu en particulier, parmi les gens dont parlait Philippe Diribarne, ces Français
bien de souche, comme on dit à l'extrême droite, qui ont quitté les banlieues populaires, il y a eu des gens qui étaient en mobilité sociale ascendante. C'est le cas de ma famille, donc je peux le dire très simplement. Il y a eu les 30 Glorieuses, mes parents étaient arrivés dans du logement social dans les années, fin des années 50, début des années 60, et 10 ans après, la situation de ma famille s'était améliorée. Eh ben, on sort de la banlieue, c'est honte. Ce qui reste, par contre, dans certains logements, ont le sentiment de déchoir parce que ces logements ont pour voisins, justement, les enfants de l'immigration. Alors, toutes ces questions, je suis obligé de parler de façon trop rapide, bien sûr, mais toutes ces questions font qu'on a on a un mélange de problèmes de société et de références historiques. Tout ça se condense, se cristallise et alimente les haines dont on est en train de parler. Je voudrais juste dire autre chose pour déplacer complètement la discussion un quart de seconde. Il y a des très grandes entreprises multinationales qui sont très présentes en France et qui sont effarées par le débat franco-français. Effarées. Quand vous êtes une entreprise multinationale, que vous vendez des produits dans le monde entier, que vous faites travailler des gens dans le monde entier, mais vous ne comprenez absolument pas comment la France peut se crisper à ce point autour de la question du foulard, pour prendre un exemple très, très simple. Ne le comprenez pas. Ça semble une aberration. Et donc, je crois qu'il faut réfléchir aussi à ce sentiment diffus en France, qui peut aussi alimenter la haine, qui a quelque chose à voir avec la difficulté pour ce pays de se projeter dans le monde, d'un côté, et de se projeter vers l'avenir, d'un autre côté. Je crois que ça fait partie des analyses que l'on doit prendre en compte pour réfléchir à ce qui nous rapproche ce soir. Vous voulez ajouter un point? Oui. D'abord, disons sur l'histoire. Entre la France et l'Allemagne, on vient de faire 3 guerres, quand même, qui sont des guerres drôlement méchantes, et, enfin voilà, avec un nombre de morts, etc. Bon. Ou avec l'Angleterre, la perfide Albion, il y a un passé depuis la guerre de 100 ans, etc. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire que c'est une histoire difficile. Alors, on pourrait, oui, parce que Michel Viorca a évoqué les croisades, mais on pourrait évoquer la conquête de l'Espagne, la prise de Byzance, voilà, dans tous les sens. Bon, alors c'est vrai qu'il y a une histoire difficile, mais alors je crois que la France et les États-Unis ne sont jamais fait la guerre. Mais c'est à peu près les seuls pays dans le monde dans lesquels on peut trouver des gens qui sont... Si l'histoire pesait autant, on ne s'en sortirait pas, disons, avec personne. Et que toute la construction européenne s'est faite avec des gens qui entrent dans un passé, si vous voulez, de guerre extrêmement lourd. Et c'est ça, je crois qu'il faut, qu'il faut dire à un moment donné, parce que chacun peut renvoyer à l'autre. On va commencer maintenant à dire oui, mais maintenant ensuite, Erdogan, Sainte-Sophie, vous vous rendez compte ce que vous avez fait à Sainte-Sophie, etc. Et donc, Erdogan est musulman, donc ce sont les musulmans qui ont pris Sainte-Sophie, etc. Et donc, on peut dire oui, donc, mais les Français ont fait la croisade. Ah oui, la croisade. Alors, donc, les Français sont des croisés. On les appelle toujours, dans certains groupes, oui, les croisés, etc. Enfin, ça, je veux dire, c'était quand même il y a quelques siècles. Oui, mais sur cette approche historique, professeur, il y a une philosophie, il y a eu une histoire conflictuelle, il y a aussi une philosophie de la relation, et c'est cette complexité qu'il faut aujourd'hui essayer de vulgariser. Tout à fait. Pour essayer de comprendre, comme l'a dit le professeur Vivorca, d'où on vient. Mais pour ne pas perdre le fil aussi de la discussion, et on voit très bien dans nos échanges, pourquoi c'est aussi un objet passionnel, et pourquoi on a aussi des difficultés en raison de notre actualité à pouvoir nommer en fait les discriminations que peuvent subir en fait, et que subissent certains les musulmans dans la société française. Et d'où le concept Raled, justement, de mis-islamie, pour essayer de mettre un concept en fait à cette réalité. Je ne vais pas revenir sur la question de l'histoire, et la sagesse recommande de ne pas s'y appesantir, et on dit souvent que l'histoire est fielleuse ou mielleuse selon celui qui la raconte, et il vaut mieux en avoir une vision panoptique et globale et ne pas la prendre d'une manière comme ça linéaire, et il vaut mieux qu'elle soit aussi une archéologie du temps présent et une sorte d'anthropologie du passé avec un regard critique sur les questions de l'histoire.
et ne pas perpétuer ces querelles, parfois des antagonismes véhéments, etc. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant. A fortiori, dans une ère de mondialisation et pour une civilisation humaine qui doit laisser place à l'humanisme, le fait de tenir compte, de prendre en considération le souci de la personne humaine. Et donc la fracture n'est pas entre un Occident supposé monolithique, etc., et un monde dit musulman. La fracture, la ligne de fracture passe entre ceux qui sont épris des causes justes de par le monde, de paix, de justice, j'ai parlé d'humanisme, on a parlé de liberté de conscience, d'égalité foncière et ontologique entre les êtres humains, et ceux qui, malheureusement, sont dans des visions archaïques, passéistes, rétrogrades, etc. Donc là-dessus, les choses sont claires, et nous nous en réjouissons que nous puissions en parler, et c'est aussi notre vocation, et ce n'est pas parce que nous sommes sommés de le faire, c'est parce que c'est une conviction profonde qui est la nôtre, aussi bien à la Fondation de l'Islam de France ou ailleurs, je le dis. Deuxièmement, ce qui nous rend les choses sont malaisées, c'est comme si on est en train de plaider une cause pro domo. La question n'est pas là, la solidarité n'est pas une solidarité d'instinct. Ce n'est pas parce que c'est la Fondation de l'Islam de France qu'elle doit nécessairement, et contre vents et marées, défendre, j'allais dire, les musulmans, comme l'avait fait remarquer une jeune musulmane voilée qui dit que la Fondation de l'Islam de France ne la défend pas. Et j'ai essayé de lui expliquer qu'il faut qu'elle acquiert j'allais dire, tout ce qui fait sa citoyenneté, et nous sommes en train de parler d'une citoyenneté partagée. Maintenant, ayant dit ça avec force, effectivement, il y a un traitement concernant une catégorie des citoyens, peut-être pas dans sa totalité, d'ailleurs même ce racisme n'est pas assumé jusqu'au bout, contre les Arabes, si je restreins les choses aux Arabes, parce que ceux qui sauvent le marché des hurlings à Deauville, on leur baise la main. Et on ne dit pas qu'ils sont intégrés ou pas intégrés. Donc la question n'est pas une question, j'allais dire, assumée jusqu'au bout. Peut-être in petto, on continue à nourrir des sentiments malveillants, mais en tout cas devant eux, on s'aplatit dans une duplicité, dans une hypocrisie, voire dans une obséquiosité servile. Maintenant, on s'éloigne peut-être du sujet, parce que s'il n'y a pas le mot, il n'y a pas la chose, encore une fois. J'ai entendu de mes propres oreilles un Claude Imbert dire « je suis islamophobe ». Peut-être dans le sens d'avoir peur de l'islam, mais il le dit, alors qu'il était membre du Haut Conseil à l'intégration, mot encore problématique. Nous avons entendu une Elisabeth Badinter dire « il ne faut pas avoir peur d'être taxé d'islamophobe ». Donc, si c'est perçu de l'autre côté comme étant une forme de haine contre les musulmans, ça devient problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut clarifier déjà la sémantique dont nous parlons, et c'est pour ça que ça nous paraît important de crever l'abcès et de trouver une manière, pas parce qu'il s'agit que de cette catégorie-là, on a la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Je ne dis pas qu'il faut encore rajouter l'islamophobie ou quoi que ce soit, mais s'il y a cette énumération, alors qu'on a une catégorie des citoyens qui sont victimes de brimades, de tags sur leur propre lieu de culte, d'insultes, etc., et ils ne trouvent pas le moyen de canaliser à la fois leur colère, d'absorber leurs émotions, et nous essayons de trouver simplement une solution à cette situation qui mine, qui sape la fondation d'une nation commune. J'ai en mémoire, encore une fois, je n'aime pas trop la pleurnicherie, la parole de Gérard Longuet récusant la candidature de Malek Bouti à la HALD, la haute autorité des droits pour les droits ou la lutte contre la lutte pour l'égalité ou quelque chose comme ça, en disant oui, mais il ne fait pas partie du corps traditionnel de la nation. C'est malheureux de la part d'un responsable et d'un parlementaire. Donc c'est un exemple qui est paradigmatique d'un état d'esprit contre lequel il faudrait s'insurger. Pour cela, puisque je suis un adepte farouche de la parabole évangélique de la poutre et de la paille, il y a lieu de laisser place à la fois
à l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, et aussi à l'engagement citoyen et patriotique aussi. Merci Raled. Dernière question avant de prendre les questions des internautes, mais après je vous laisserai aussi un mot, professeur. Professeur Michel Vivorca, un mot aussi sur les organismes qui sont censés collecter et caractériser ces discriminations. Je pense à la CNCDH et Raled a parlé de l'organisme institutionnel qu'est la DILCRA et de leur difficulté aussi à aborder et à nommer aussi ces actes aussi anti-musulmans. Alors, faisant partie du conseil scientifique de la DILCRA, je n'en parlerai pas trop parce que je serai à la fois juge et partie. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ce que moi je perçois, je ne peux pas en dire plus, c'est qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Il y a beaucoup de bonne volonté. Par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que toutes les grandes institutions sont taraudées par des débats politiques et idéologiques qui rendent le combat antiraciste, anti-haine, anti-préjugés, j'ai envie de dire anti-humaniste, qui rendent ce combat difficile. Elles sont toutes taraudées par cela. Autrement dit, à partir du moment où vous êtes sommé d'être, vous avez évoqué Elisabeth Badinter, d'être avec Elisabeth Badinter ou d'être avec Jean Bobéro, d'être avec, vous comprenez, avec un tel ou avec une telle, etc. Et que les organisations, les grandes organisations elles-mêmes concernées, sont pénétrées par ce genre de tensions, de conflits, ça rend très difficile une action, comment dirais-je, vraiment efficace. Donc, je pense, moi, je vais vous le dire autrement maintenant, qu'il ne faut pas tout attendre, et peut-être même trop attendre, des institutions les plus installées et les plus étatiques. Il ne faut pas trop en attendre, même si il faut en attendre quelque chose. Il faut surtout en attendre beaucoup de l'engagement, l'éducation, oui, mais l'éducation à l'engagement, je dirais encore plus. Il faut, à mon sens, il faut vraiment, comment dirais-je, soutenir tout ce qui, du bas vers le haut, fabrique de l'esprit citoyen, fabrique des valeurs humanistes, fabrique des références à l'universel, fabrique, j'aime pas tellement le mot tolérance, disons de l'ouverture d'esprit. Voilà, c'est tout ça qu'il faut encourager dans une société où on voit tellement se déferler les discours de haine de tous les côtés, sur des petits points, sur des grands points. C'est ça. Vraiment, moi, je suis en faveur de l'encouragement à ce qui se construit par le bas. Bien entendu, il faut que les institutions aident, que les grandes associations aident. Mais voilà, c'est à ça que moi, je suis le plus attaché en citoyen et peut-être en sociologue. Merci pour ces mots, professeur. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je crois que votre approche qui consiste à dire on va essayer de comprendre réellement ce qui se passe. Et de passer de ce truc on ne nous aime pas, etc. Qu'est-ce qui se passe, quels sont les points de friction, quels sont les endroits où il y a de la friction, quels sont les endroits où il n'y a pas de friction, pourquoi il y a de la friction ici et il n'y en a pas là, qu'est-ce qui fait la différence, etc. Et bien, par rapport à ce que disait Michel Vivorca, par exemple, pourquoi la France ne réagit pas de la même façon que les États-Unis ou l'Angleterre, en attendant le fait que dans les pays anglo-saxons, ce qui paraît normal, c'est de vivre séparés. On se sépare, on vit dans des quartiers séparés. Et on est, à certains égards, la manière de gérer la différence, c'est on est indifférent, disons, à l'autre. En France, on a beaucoup moins cette indifférence. On considère beaucoup plus qu'on doit être ensemble. Et plus on considère qu'on doit être ensemble, évidemment, moins on est tolérant. Parce que c'est deux manières différentes, si vous voulez, de gérer les choses. Et je crois qu'à partir de là, si on rentre dans ce qui est vrai du reste pour toutes les relations humaines, quand on passe de ces situations où il y a toute une série de choses, chacun a des tas de reproches à faire à l'autre, les reproches s'accumulent, on a des cercles vicieux, ça tourne, etc. À essayer de comprendre, au fond, d'où ça vient, mais je sais pas, c'est aussi vrai en famille, c'est vrai entre frères, c'est vrai, disons, dans toutes les relations, c'est vrai dans une entreprise, entre collègues, etc. Et donc de rentrer dans... Voilà, pourquoi c'est compliqué ? C'est vrai que c'est compliqué. Bon, c'est vrai. Hein, et évidemment, les gens qui ont dit il y a 30 ans, mais non, ça va être simple, ça a été tout seul pour toute une série d'autres. Non, on voit que c'est compliqué. Eh bien, rentrons dans la complication.
comprenant la complication, et bravo de le faire. Enfin, je crois que c'est très bien qu'il y ait des gens comme vous, en plus, qui ne peuvent pas être suspectés, disons, d'être partisans, disons, de le faire. Alors, en un mot, parce que vraiment, il faudrait développer très longtemps sur ces organismes, la qualité, disons, et la rigueur de leurs travaux n'est pas au-dessus de tout soupçon. Pour ma part, j'ai vraiment analysé, vous citiez mon livre sur l'islamophobie, les travaux de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je crois que leurs données de base sont correctes, mais la manière dont ils passent des données de base à la conclusion finale, voilà, la pensée quand même glisse pas mal. J'ai vu évidemment que vous aviez réagi par rapport à ça, mais ça nécessiterait évidemment un long développement. Et malheureusement, on n'a pas le temps ce soir de pouvoir prolonger évidemment ce point, mais qui est évidemment crucial. On n'a peut-être pas le temps ce soir, mais il est dans la vocation de notre institution de prendre à bras le corps ces sujets, qui sont des sujets cruciaux, importants. J'aime pas moi non plus ni tolérance ni vivre ensemble, qui sont vidés de leur sens. Et d'ailleurs pour tolérance, il y a des maisons pour cela, disait Claudel. Donc, mais ce sont ces sujets-là que nous devons aborder avec froideur d'esprit et volontarisme, une volonté de sortir par le haut d'une crise qui a assez duré. Et ce n'est surtout pas dans les réseaux sociaux qui sont un magma de défouloir, de haine, etc., qu'on peut trouver la solution. Donc nous la trouverons ici, et c'est pour ça que nous nous en réjouissons et nous remercions la contribution de Philippe Diribarne et de Michel Vieux-Vorka pour que nous trouvions effectivement au moins des pistes de réflexion, et c'est notre vocation. Merci Raleb. Oui. Je vais être extrêmement bref parce qu'il faut passer à la suite. Juste un mot. Je pense qu'il ne faut pas confondre le débat public et le débat scientifique. Je suis tout à fait sensible à ce que disait Philippe Diribarne. Il y a des travaux qui sont très médiocres. Les scientifiques, les sociologues, les anthropologues, savent très bien ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est sérieux et ce qui n'est pas sérieux. Et donc, laissons les scientifiques juger de la qualité des travaux scientifiques et voyons comment ensuite tout ça peut alimenter le débat public, le travail d'une institution comme la vôtre, et bien sûr, et je dirais même comment une institution comme la vôtre peut encourager certains travaux dont elle estime avoir besoin. Mais ne mélangeons pas tout, je crois que c'est très dangereux. Je trouve terrifiant que l'on décide de trancher sur tel ou tel aspect des choses à travers une pétition parce qu'elle est signée par 100 personnes. Donc 100 personnes, ça veut dire que c'est important. Et pire encore, que ce soit sur les réseaux sociaux, on appuie sur like, et s'il y a beaucoup de gens qui disent j'aime, ça veut dire que c'est ce côté-là qui a raison. Évidemment pas. Évidemment pas. Donc ne mélangeons pas tout, acceptons de distinguer des niveaux, et je trouve que la réunion de ce soir, moi je vous en remercie beaucoup, est très importante parce qu'elle montre comment on peut articuler les choses à partir d'une institution comme la vôtre. Écoutez, mon cher professeur, c'est nous qui vous remercions déjà de participer à notre débat. On arrive au moment des questions des internautes. On a une première question, professeur Michel Vieux-Vorka, pour vous. Monsieur Nordine Eni qui s'interroge sur le point suivant, que la peur de l'islam serait le prolongement d'une peur plus ancestrale qu'on a à l'égard des Arabes, et il aurait aimé que vous puissiez illustrer un peu plus ce propos. On a une seconde question, peut-être aussi pour vous, Monsieur Philippe Diribarne. Est-ce que le débat sur sur les discriminations relatives que subissent les Français de tradition musulmane sont liés à la réalité aussi de l'état de l'islam de France? Voilà. En tout cas, on a ces deux premières questions. Donc je réponds à la première. Oui. Bon. Si vous voulez bien. Si vous le voulez bien, je retirerai le mot ancestral, qui complique les choses plutôt qu'elle n'aide à. Je le retire. Je pense qu'il y a dans les peurs actuelles un mélange d'éléments puisés dans l'histoire, vrais ou faux ou mythiques, c'est pour ça que j'évoquais Roncevaux tout à l'heure, des éléments puisés dans l'histoire d'une manière ou d'une autre, qui sont, Lévi-Strauss aimait parler du bricolage, qui sont bricolés, mélangés comme ça, et en même temps des éléments qui renvoient à
disons, quand je dis la sociologie, disons des faits sociaux récents. C'est la même personne aujourd'hui dont le père était traité de sale arabe et qui se fait traiter, je simplifie, de sale musulman. C'est les mêmes personnes, les choses se sont transformées, compliquées, mais il faut analyser ce qui se passe dans une société comme celle-ci, comme la société française. Tant que l'arabe des années 50-60 était un travailleur immigré qui était là uniquement pour gagner sa vie, rentrer au pays, envoyer de l'argent à sa famille, qui n'avait pas de vie en France en dehors du travail, qui vivait chez un marchand de sommeil dans une cité et qui ensuite n'existait pas dans la société, eh bien on le détestait peut-être, on le méprisait surtout, autrement qu'aujourd'hui, son petit-fils qui affiche une religion qui dérange un certain nombre de personnes de façon absolument aberrante, qui veut travailler, veut trouver sa place et qui se heurte à la discrimination ou aux préjugés. Il y a une continuité, mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est pas la même chose. Il y a dans la question de l'islam et de la haine de l'islam, il y a une dimension tout simplement, d'abord et avant tout, religieuse. Et je peux reprendre un point qui est très important dans notre discussion, je ne serai pas long, qui est très important. Il y a des dimensions sociales et il y a des dimensions religieuses. Le danger, c'est de tout ramener au social ou de tout ramener au religieux. Et, ça, c'est un premier danger. Et le deuxième danger, c'est de tout fusionner, de tout mélanger. Donc, il y a des dimensions sociales, on en a beaucoup parlé ce soir. Il y a des dimensions religieuses. Sachons les distinguer analytiquement et en même temps les articuler, voir comment elles se conjuguent l'une à l'autre. C'est un peu ça ma réponse. Merci. Oui, sur les discriminations. Alors, les discriminations, la question c'est comment on passe d'un traitement différencié à l'affirmation d'une discrimination. Par exemple, ici, nous sommes tous des hommes. Si l'on regarde les gens qui sont en prison, je crois qu'il y a 10 fois plus d'hommes que de femmes qui sont en prison. Alors, pouvons-nous nous rassembler et faire déclarer que quand même nous sommes discriminés en tant qu'hommes parce que vraiment nous sommes plus en prison que les femmes. On nous rirait au nez si on faisait ça, en disant mais les hommes, quoi, c'est parce que si vous êtes en prison, c'est le machisme, etc. Donc, alors, là, quand on passe d'un traitement différencié, qui est facile à établir de manière statistique, ensuite, à expliquer pourquoi ce traitement, disons, est différencié. Est-ce que la source, c'est une discrimination, c'est-à-dire vraiment de traiter des gens différemment, disons, sans raison, ou est-ce qu'il y a des raisons, et est-ce que, disons, quand ces raisons ne sont pas présentes, il n'y a pas de traitement différencié? Là, il faut vraiment rentrer dans la complexité, disons, des choses. Et ce qui me frappe, c'est très souvent, on se contente de dire, oui, voilà, les traitements différenciés, donc il y a discrimination. Et, la réalité, disons, est beaucoup plus complexe. Alors, ça me paraît grave, si vous voulez, quand même, parce qu'il y a quelques organismes, mais plutôt des organismes privés, qui font tout un effort dans les banlieues, comme on les appelle, etc., pour favoriser l'employabilité des personnes qui sont, disons, qui ne maîtrisent pas bien les codes de la société dans laquelle ils se trouvent. Et ceci ne concerne pas seulement les personnes, disons, sans instruction, mais y compris des gens qui sont à un niveau d'instruction élevé, mais qui ne saisissent pas. Alors je crois que là, il y a un problème chez la société française. C'est que dans la société française, on a beaucoup de mal à expliciter les codes réels qui régissent la vie en société. On aime bien dire, non, nous, on est ouvert, nous, on est ouvert à la diversité, nous, etc. Alors que la société française, comme toutes les sociétés, a ses codes, et que quand on arrive et qu'on ne connaît pas ces codes, et c'est vrai, tout à fait, moi je vois des gens qui sont hollandais, allemands, etc., qui sont depuis 10 ans, 20 ans en France, et pour qui la société française est toujours opaque. Alors, donc ce travail-là, disons, n'est pas fait parce que
on se satisfait trop facilement d'une explication en termes de « mais c'est parce qu'on ne les aime pas, donc on les discrimine, etc. » Et là encore, je pense qu'il faudrait rentrer dans une compréhension de ce qui se passe. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui ne fait pas problème? Pourquoi, par exemple, je ne sais pas, les garçons et les filles issus de l'immigration ne sont pas vus du tout de la même façon? Est-ce que c'est un préjugé? Ou est-ce qu'il y a vraiment des raisons? Qu'en est-il, tout à fait en dehors de la religion, de l'honneur maghrébin? Bon, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Bourdieu a étudié l'honneur des hommes et l'honneur des femmes. Bon, au Maghreb, l'honneur des hommes n'est pas le même que l'honneur des femmes. Et ça intervient, disons, dans les rapports. Et c'est quelque chose qui joue beaucoup dans les entreprises. Enfin, il y a toutes ces choses-là, qu'on connaît très très mal, dans lesquelles ça vaudrait la peine, au lieu de dire, voilà, c'est mal, il y a des gens méchants, etc., de dire, comprenons réellement ce qui se passe. Où sont les problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire pour les résoudre? Mais des problèmes bien précis. En tout cas, merci pour ces éclaircissements. Ralev, on a deux questions qui sont conjointes. L'une de Marc, qui se pose la question suivante, de quelle détestation parle-t-on à l'encontre des musulmans alors que les musulmans ne sont pas monolithiques? Qu'est-ce qu'on entend dans cette détestation? Et l'autre question, c'est pourquoi la France est-elle le seul pays à ne pas reconnaître le concept d'islamophobie? Et d'ailleurs, pour faire une petite incise, c'est que la Fondation a fait un petit sondage aujourd'hui et la majorité des internautes ont répondu à plus de 50%, un peu moins de 50%, que c'est le concept qu'ils jugeaient le plus opérant. Oui, là-dessus, au moins un mot. C'est vrai que nous n'avons pas fait appel à un institut de sondage type Ipsos ou Kantar ou ceux qui sont connus, et pardon si je n'ai pas cité d'autres, parce que tout simplement, nous n'avons pas les moyens d'un tel institut qui puisse nous faire des sondages de type scientifique. Et je le dis d'autant plus en implorant l'indulgence et la clémence scientifique de Michel Vievorka, que c'est fait simplement sur Internet, etc., ceux qui nous suivent. Et les résultats, et c'est pour ça que je ne voulais pas en parler, qu'on a 43% des sondés qui sont pour le vocable ou le mot islamophobie, notre néologisme n'a pas beaucoup d'heures ou de fortune, puisqu'il n'est qu'aux alentours de 6,7%, cette fameuse mise islamie, et puis les autres parlent de haine anti-musulman. Bon, les 47 ou les 50% autres qui restent. La réponse. Moi, je n'en ai pas. Il faut peut-être la poser à Philippe Deribarne, qui a fait des travaux là-dessus, ou à Michel Vievorka. Je sais que le Conseil européen, l'Union européenne, les pays anglo-saxons, ça on a compris, puisque notre modèle n'est pas comme le nôtre. Et un peu partout, et même les travaux à l'ONU, reconnaissent le mot islamophobie, avec toute ses tares. Même son étymologie qui renvoie à la peur et non pas à la haine, mais en tout cas reconnaissent ce mot. Il se trouve qu'uniquement, ou quasi uniquement, parce que je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, il n'y a que chez nous, en France, où le mot est récusé, l'administration ne l'utilise jamais, dans les institutions plus ou moins officielles et qui font un travail remarquable et remarqué avec la bonne volonté soulignée par un des administrateurs, en tout cas de la DILCRA. Et je le dis d'autant plus à l'aise que du temps où il y avait Frédéric Potier, nous nous entendions bien sur... et je mets en avant cette volonté, mais en tout cas, le mot n'existe pas. Et si le mot n'existe pas, j'allais dire, la chose n'existe pas non plus. Donc ça, je n'en sais rien, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, le premier volet de la question de Marc, de quelle détestation s'agit-il? Je n'aime pas personnellement, j'allais dire, les jérémiades, les pleurnicheries, la victimisation. Je pense qu'on a ethnicisé en confessionnalisant, et Michel Vievorka a raison, on a, avec une confusion facile et hâtive entre arabes et musulmans, c'est une sorte de racisme anti-arabe qui s'est commué en racisme dit anti-musulman, alors que c'est faux, puisque là nous avons affaire à une religion, et il s'agit de cela, aggravé certes par la vague de terreur et le terrorisme, aggravé par aussi un certain traitement médiatique,
sur certaines chaînes de télévision davantage privées, et j'ai en tête ce qui se passe sur CNews et sur d'autres chaînes de cet ordre, puisqu'on donne la parole à quelqu'un, un délinquant, repris de justice, en tout cas sur cette affaire, qui dit le choix est entre l'islam et la France. Ça continue. On a encore l'équivalent, la récente sortie de Nicolas Bay. Ces saillies posent véritablement problème à la cohésion nationale, et c'est pour ça que nous voulons prendre à bras le corps ces difficultés. Michel Vivorca. Moi, je voudrais aller dans ce sens. C'est quand même intéressant, l'exception française ici. Je dirais, moi, très simplement, ceux qui ne veulent pas du tout de ce mot, moi je fais partie de ceux qui le trouvent imparfait, mais ceux qui ne veulent pas du tout de ce mot sont ceux que le contenu qu'il y a derrière ce mot dérange. Peut-être parce qu'ils sont plus ou moins incapables de reconnaître leur propre entre guillemets, islamophobie. C'est pas tout. Il faut bien voir que les campagnes contre l'usage de ce mot proviennent de certains milieux intellectuels et politiques. Ça ne provient pas de partout. Et donc, je pense que les gens qui sont humanistes, progressistes, on peut les appeler comme on veut, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils votent à gauche, c'est pas ça, mais les gens qui ont un esprit ouvert, tolérant, entre guillemets, humaniste, les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, ces gens-là se disent, oui, ça n'est pas parfait ce mot, mais enfin, il nous dit quelque chose de très réel. Ceux qui n'en veulent pas sont ceux qui ne veulent pas qu'on nomme ce que, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, ils incarnent. Voilà ce que je pense. Et ces gens-là sont nombreux en France, malheureusement, et on le voit très bien dans l'évolution générale de notre pays. Oui, je voulais signaler qu'aujourd'hui, on a appris par la presse que la LICRA et la Grande Mosquée de Paris avaient signé un accord sur l'action, disons, en faveur disons, des musulmans, et qui se sont tout à fait entendus pour exclure le terme d'islamophobie, en considérant que ce terme ne convenait pas. Donc, alors peut-être que et la LICRA et la Grande Mosquée de Paris peuvent être accusés de manquer d'humanisme, etc. Je n'en suis pas convaincu. Oui, non, c'est sûr qu'ils n'ont pas voulu disserter sur la question du concept, mais leur accord, c'est lié aussi sur la prise en charge, on va dire, des victimes. Mais ils ont bien spécifié qu'ils ne voulaient pas utiliser ce terme-là, voilà, et qu'ils rejetaient ce terme. Alors, il reste encore 2 questions, et puis je pense qu'on a fait un panorama ce soir du débat. On a une question, Raleb, de Nathalie, qui est la suivante. La critique envers les musulmans qui est active, et non la critique envers l'islam, alors que cette dernière en aurait besoin. Entre guillemets, il y a beaucoup de critiques à l'égard des musulmans et qu'il ne faut pas oublier la critique par rapport au dogme et à la question de la religion islamique. Et une dernière, peut-être pour vous, Michel Vivorca, face à la recrudescence du mouvement de la droite nationale dans notre pays, quid des positionnements des composantes juives et musulmanes par rapport au débat que pose l'ascension de la droite nationale dans notre pays? Bien, si c'est à moi de répondre avant, je dirais à Nathalie qu'elle a raison, et je ne cesse de répéter, de le dire, nous le scandons jusqu'au ressassement, la critique est la bienvenue. Toute religion, toute doctrine, toute philosophie, toute idéologie qui refuse le débat, qui refuse la critique, qui esquive le choc des idées, qui élude les questions épineuses, s'atrophie, se vulnérabilise. Il ne leur reste plus que le fanatisme et la terreur pour pouvoir subsister quelques instants. Et on ne peut avancer qu'avec une critique, et notamment la critique académique, avec un esprit éclairé. Sinon, encore une fois, on se recroqueville et on s'atrophie. Et même la foi, même les questions religieuses doivent être interrogées, ce qu'on appelle le fait d'interroger les présupposés de la foi. Donc la critique, encore une fois, faites-nous crédit qu'elle est nécessaire. J'avais dit une fois, elle est requise, et puis il y a un de nos internautes qui dit « Mais pourquoi est-elle requise ?» Oui, parce qu'elle est vitale, elle est impérieuse et elle est nécessaire. Maintenant, le fait de critiquer quelqu'un, pour peu qu'il n'ait pas la fragilité psychologique, il pourrait l'accepter, peut-être même comme une aide qu'on lui donne. En revanche, les injures,
les propos outrageants, les menaces, les tags, et puis les répercussions sur la vie, ce qu'on appelle les discriminations au logement, au loisir, à l'emploi, etc., posent véritablement problème. Et comment fait-on pour sortir de cette situation qui, pour la énième fois ce soir, mine non seulement une vie commune, mais aussi altère le pacte républicain. Merci Ralev. Michel Vivorca, peut-être pour la dernière question. Écoutez, il faudra que vous m'invitiez une autre fois, moi et d'autres d'ailleurs, pour parler de cette dernière question. Je ne vais pas la régler en 2 minutes. Évidemment pas. Mais je pense... Vous êtes le bienvenu. Et nous... mais j'aimerais beaucoup. J'avais réfléchi à cette question avec Khosrow Khavar, que j'évoquais tout à l'heure. On a publié un livre qui parlait de 3 acteurs et non pas 2. Les Juifs, les musulmans et la République. Et donc, je pense que l'analyse de la question qui est posée doit faire intervenir le rapport à la République des uns et des autres. Si ce rapport n'existe pas, s'il ne se construit pas, alors rien n'est possible. Si au contraire, il existe, alors beaucoup de choses sont possibles. Je pense qu'aujourd'hui, ce débat est très compliqué compte tenu de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient et que entre les extrémistes israéliens d'un côté et les extrémistes du Hamas d'un autre côté, il est très très difficile de trouver les voies du dialogue, de la réflexion partagée, je dirais même de la négociation et du compromis. Donc j'espère qu'en France, nous n'allons pas être emportés dans ce genre de dérapage. Voilà. Et donc, on va au contraire trouver des modalités de réflexion. C'est une question très compliquée. Donc, qu'on accepte que je revienne une autre fois, ce serait avec le plus grand bonheur pour participer à une réflexion sur cette question. En tout cas, on vous y invitera, Michel Vivorca. Philippe Diribarne, un dernier mot ? Oui, je crois que la méconnaissance de l'islam dans la population française est abyssale. Je pense 99% des Français, vous leur demanderiez de parler 3 minutes, de dire des choses censées, fondées, etc. sur l'islam, ils en seraient totalement incapables. Birbaum a très bien expliqué ça. Toute la réaction de la gauche, par exemple, la gauche ne comprend, oui, ça. Même pas ce que c'est que la religion. Alors, en plus, comprendre l'islam, là, vraiment, ils ne comprennent rien. Alors, je sais que vous avez invité ici Amir Mouezi et au sein du campus Lumière d'Islam. Merci de le souligner. Qui sont des gens qui vraiment réfléchissent, essaient de comprendre. Mais l'écart, si vous voulez, entre ce que ces savants disent et puis ce que vraiment les Français savent, vraiment, ça n'a rien à voir. Et alors, donc, du coup, comme on ne comprend pas l'islam, du coup, de quoi on peut parler ? On peut parler des forces politiques, on peut parler des gens, on peut parler, etc. Mais le cadre de pensée dans lequel ils sont, on ne peut pas en parler parce qu'on n'en sait rien. Merci Philippe Diribarne. Michel Vivorca, merci d'avoir participé à notre édition de ce soir. Je voulais dire que c'était un sujet difficile, passionnant, qui est au cœur d'une actualité brûlante. Et un internaute nous envoie ce message de l'importance de bien nommer les choses. Comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et je pense que sur les questions que nous avons évoquées ce soir, c'est central. Aussi pour dire que la semaine prochaine, nous aurons notre 14e édition de l'Université populaire digitale. Nous aborderons la question du dialogue interreligieux. Aussi, rappeler le soutien de nos partenaires Saphir News, Radio France Maghreb 2, Radio Salam, et aussi nos amis d'Oumma qui ont ce soir diffusé aussi l'événement. Donc merci à eux. Et de dire un petit mot sur la Société des Amis de la Fondation de l'Islam de France. Et je pense que compte tenu du contexte et des débats que nous avons eus ce soir, je pense que le rôle de la Fondation est plus que jamais central. Merci à vous et à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci.